Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, Vital Kamerhe placé en détention provisoire à la prison centrale de Kinshasa. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi doit s'expliquer sur l'utilisation de fonds publics destinés au financement des grands travaux. Carton plein pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aux législatives partielles de mars 2020. Le parti au pouvoir a remporté les 13 sièges remis en jeu selon les résultats officiels annoncés par le Conseil constitutionnel. Et puis qui succédera à Ahmad Ahmad à la présidence de la Confédération africaine de football? La campagne électorale n'est pas officiellement lancée, mais déjà les ambitions se dévoilent. Un gros plan dans ce journal. La nouvelle a provoqué une onde de choc en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi après des heures d'audition au parquet général de Matete dans le cadre de l'enquête sur les fonds alloués au programme des 100 jours. Il a été placé en détention à la prison de Kinshasa. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un directeur de cabinet de la présidence est arrêté. Il risquerait jusqu'à 20 ans de prison. On fait le point tout de suite avec Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. La question est au centre de tous les débats, volant même la vedette à l'actualité sur la pandémie de Covid-19. L'arrestation de Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du chef de l'État. Vital Kamerhe a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala. Il lui est reproché de malversation sur les fonds alloués au programme de 100 jours du chef de l'État. Que pensent ses collaborateurs au sein de l'Union pour la nation congolaise, le parti cher à Vital Kamerhe? Nous avons approché Sele Yamba, qui n'est autre que le porte-parole de cette formation politique. On pouvait les renvoyer à la maison, lui mettre dans une résidence surveillée, mais c'est à la prison centrale de Makala qu'il sera renvoyé. Nous avons une autre lecture. Nous constatons que ça, c'est un machiavélisme pur. Machiavel avait dit qu'il faut éliminer toute personne qui détient un secret de votre pouvoir. Je doute ou je regrette que ce soit l'angle qu'a pris le chef de l'État et l'UDPS. La République ne gagnera pas dans cette orientation. Pire que ça, le premier président de la Cour de cassation vient de prendre une décision selon laquelle, conformément aux mesures de confinement et de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, toutes les affaires pendantes en justice sont suspendues jusqu'après le moment de l'état d'urgence, décrété initialement pour 1 mois avec possibilité de prolongation. Je pense que leur entendement, ça ne sera pas que Vital Kamerhe puisse rester en prison pendant tout ce temps avec tous les risques du coronavirus. Pour les cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti de Félix Tshisekedi, ils nous ont laissé entendre qu'ils n'ont pas donc à s'immiscer à la justice, ils doivent laisser justice faire son travail. La grande question est celle de savoir, quelle que soit l'issue de cette affaire, quel serait l'avenir de CASH, la formation, la coalition qui a porté justement Félix Tshisekedi au pouvoir. Le RDPC rafle la mise en zone anglophone. Selon le Conseil constitutionnel, le parti au pouvoir au Cameroun a remporté les 13 sièges remis en jeu lors des législatives partielles organisées fin mars dans quelques circonscriptions. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais conforte ainsi son écrasante majorité à l'Assemblée nationale avec 152 sièges sur 180. Les détails avec Nathalie Mo. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a remporté 13 nouveaux sièges à l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir au Cameroun sort ainsi vainqueur des législatives partielles du 22 mars 2020 dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les résultats ont été proclamés le 7 avril 2020 par le Conseil constitutionnel du Cameroun. Ça a démontré le niveau de démocratie dans notre pays. Parce qu'on ne gagne pas les élections en parlant ou bien en espérant ou bien en voulant. On gagne des élections sur le terrain. Avec ces résultats, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais compte désormais 152 sièges sur 180 à l'Assemblée nationale. Rappelons qu'au sortir de l'élection du 22 mars 2020, le Social Democratic Front, SDF, parti d'opposition,
avait à nouveau saisi le Conseil constitutionnel pour demander une nouvelle annulation, mais cette institution a décidé d'entériner le vote. Est-ce que les élections du 22 dans cette zone en particulier ont été populaires? C'est la grande question. Les griefs des gens de l'opposition, c'est de dire qu'il y avait l'insécurité et de dire que ce n'était pas honnête et transparent. La tenue des élections législatives dans les régions anglophones du Cameroun a créé la controverse au sein de la classe politique du pays. La crise sécuritaire dans ces régions avait fait craindre des violences et irrégularités lors du scrutin. Par ailleurs, des groupes séparatistes actifs dans ces régions depuis fin 2016 avaient menacé de perturber les législatives et les municipales de février 2020. Le Cameroun qui pourrait bénéficier d'un atout dans sa lutte contre le coronavirus. Il s'agit d'SOS Covid, une application mobile permettant de diagnostiquer la maladie sur la base des symptômes. Si les autorités donnent leur feu vert, l'innovation portée par la Startup House Innovation pourrait jouer un rôle déterminant puisqu'elle permet également de cartographier les zones d'infection. Neil Claude Bessa. Et si on pouvait, à l'aide d'un clic sur son téléphone mobile, diagnostiquer le coronavirus? La lutte contre la pandémie de coronavirus au Cameroun a fait émerger des idées innovatrices. SOS Covid, c'est l'application mobile créée par la start-up camerounaise House Innovation pour contribuer à la riposte contre la propagation de cette pandémie dans le pays. L'application dresse une liste de questions basées sur les symptômes observés auprès des personnes atteintes du Covid et affiche les résultats de probabilité d'avoir le coronavirus une fois le test terminé. SOS Covid est une application qui vient résoudre non seulement le problème de non-information de la population et d'autodiagnostic des personnes, mais aussi la détection rapide et efficace de l'apparition de nouveaux cas pouvant être pris en charge le plus rapidement possible grâce au système de géolocalisation intégré dans l'application. SOS Covid présente entre autres des fonctionnalités telles que les statistiques des cas de Covid-19 recensés à travers le monde, le numéro vert pour un appel aux urgences sanitaires en charge de la gestion de la crise épidémiologique et la sensibilisation offrant l'acquis réel de mesures barrières visant à lutter contre la propagation de l'épidémie. Une application comme celle-là est juste un diagnostic aléatoire qui ne peut pas être exact. C'est la première phase de la prise en charge dans des services hospitaliers avant d'aller dans des examens un peu plus approfondis. Toute innovation de plus dans un cas comme celui que nous sommes en train de vivre est une bonne idée qui peut nous amener à avoir des outils beaucoup plus nombreux dans la lutte contre le coronavirus. Pour l'heure, SOS Covid n'a pas encore été validée par les autorités camerounaises. Si elle est adoptée, cette application contribuera également à cartographier les zones d'infection en vue de limiter les déplacements vers ou en provenance de ces zones. Et vu d'ensemble, l'Afrique comptait ce mercredi 8 avril 10 789 cas confirmés de coronavirus, dont 536 décès. Les 3 pays les plus touchés restent l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Égypte. L'Éthiopie est passée ce mardi en état d'urgence sur l'ensemble du territoire, tout comme le Libéria. Un état d'urgence assorti d'un confinement obligatoire de 2 semaines dans 4 comtés, dont la capitale Monrovia. De son côté, le Bénin a rendu le port du masque obligatoire, alors que la Côte d'Ivoire a prolongé son couvre-feu nocturne jusqu'au 24 avril 2020. Au Botswana, le président Mokwetsi Masisi a été placé en quarantaine après un séjour en Namibie, pays qui enregistre ses 3 premiers cas confirmés de coronavirus. Dans le reste de l'actualité, la liste des substances toxiques présentes dans les déchets électroniques est impressionnante, d'où l'importance du recyclage. Un recyclage qui nécessite cependant des méthodes de traitement appropriées pour éviter les pollutions et dommages sur la santé humaine. Et c'est sur cette voie que s'est engagée la Zambie. Les détails avec Aïssatou Diamanka-Besland et Aïssatou Bari. Les déchets électroniques, source de préoccupation en Zambie. Des déchets en constante augmentation à raison de la consommation importante d'équipements électroniques et électriques.
Et alors que le pays ne dispose d'aucune installation pour gérer ce type de déchets de manière écologique. Lorsque les déchets électroniques sont brûlés ouvertement, des produits chimiques toxiques résultants sont libérés, polluant l'air et endommageant l'atmosphère, ce qui présente un risque élevé pour la santé humaine et l'environnement. Et lorsqu'ils sont éliminés dans des décharges, leur matière toxique s'infiltre dans les eaux souterraines, affectant à la fois les terres et la vie aquatique. Grâce à un partenariat entre la Zambia Environment Management Agency et la société namibienne de recyclage des déchets électroniques Namigreen, la Zambie expédie ces déchets électroniques vers la Namibie afin qu'ils soient recyclés. Une solution qui ne satisfait pas les autorités zambiennes. Le gouvernement appelle les entreprises locales à créer des usines de recyclage. De nos jours, les déchets, nous ne pouvons plus considérer les déchets comme un handicap. C'est vrai, il constitue toujours une problématique pour certains pays, mais aussi il est valorisé à certaines échelles et beaucoup de pays en bénéficient. Donc pour le cas de la Zambie, je pense qu'il est important d'abord de faire des études sur les types de déchets qui sont produits au niveau national. Donc pour cela, il est important de booster les investisseurs. Selon une enquête réalisée par l'autorité zambienne des télécommunications, le pays a jeté 90% de ses déchets électroniques dans des décharges sauvages. La course à la présidence de la Confédération africaine de football est officieusement lancée. À moins d'un an de l'élection du successeur d'Ahmad Ahmad, l'Égypte et le Maroc se livrent déjà un affrontement pour s'adjuger son fauteuil. Ahmad Ahmad qui pourtant ne s'est pas encore officiellement retiré de la course. Plus de précisions avec Ashley Duprat et Philomène Thine. Qui succédera à Ahmad Ahmad à la présidence de la Confédération africaine de football? S'il faut attendre mars 2021 pour avoir une réponse définitive, le bras de fer est déjà lancé entre l'Égypte et le Maroc. Il se murmure par-ci par-là que le président de la fédération marocaine serait intéressé par le poste et ce serait légitime quand on connaît son succès sur les dernières années, que ce soit dans la gestion de la sélection marocaine ou dans la gestion de son club de Berkane. Monsieur Legja dispose de soutien assez important au sein de la CAF qui pourrait lui permettre d'être facilement élu. Fouzi Legja, président de la Fédération royale marocaine de football, possède une certaine longueur d'avance de par son poste de vice-président de la CAF. Longueur d'avance consolidée par ailleurs par l'appui dont le numéro 2 du football africain dispose de la part des membres du comité exécutif de la CAF. Mais le camp égyptien ne se décourage pas pour autant. Si aucun nom n'a encore été officiellement annoncé, plusieurs sources concordantes évoquent l'ancien président de la Fédération égyptienne de football, Hani Abo Rida. Pour ce qui est de l'ancien président de la Fédération égyptienne, M. Abo Rida, serait un candidat intéressant. Il a un certain passif sur le continent africain, notamment au sein de la Fédération égyptienne. Même si dernièrement, il a connu un couac assez retentissant lors de la dernière CAN 2019. C'est aussi un président qui a eu pas mal de succès, beaucoup de réussite auparavant. Tout reste à voir. L'Égypte peut jouer sa carte. Maintenant, si en face, M. Fouzi Legja décide de se présenter, ça risque d'être compliqué pour M. Abo Rida. Si le Maroc et l'Égypte sont dans les starting blocks pour la présidence de la plus haute instance footballistique du continent, le président actuel de la CAF pourrait rebattre les cartes dans cette course. Ahmad Ahmad, qui pour l'heure ne s'est pas encore exprimé sur une potentielle candidature. Et sachez que la Confédération africaine de football n'a pas prévu de reporter la CAN 2021 prévue au Cameroun. Sauf changement de dernière minute, la compétition aura lieu du 9 janvier au 6 février 2021. Des voix s'étaient pourtant élevées pour appeler au report de l'événement à l'été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Notons que 4 journées de qualification restent encore à disputer afin de déterminer la liste définitive des pays qui disputeront la CAN 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.